Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Builders Voices, le podcast de Paris Builders Show qui prend le pouls du bâtiment. Aujourd'hui, on va dépasser les frontières pour se parler de construction durable, mais vue d'ailleurs, et explorer ce que l'on peut apprendre du Maroc, du Sénégal et ce que ces pays peuvent, à leur tour, apprendre de nous. Pour en parler sur ce plateau, Marjolaine Meunier-Milfer, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne parlementaire, présidente de l'Alliance HQE, aujourd'hui pleinement engagée aux côtés de la filière. Bienvenue. À vos côtés, Lionel Causse, bonjour. Bonjour. Député, vous suivez de longue date les sujets de la rénovation, du logement. Merci d'être avec nous. Et puis, à mes côtés, Jean-Philippe Guillon, directeur du Paris Builders Show. Vous nous raconterez comment toutes les thématiques qu'on va aborder ce matin se retrouvent très concrètement dans la programmation de cette édition 2026. Jean-Philippe, le point de départ en fait de cette discussion sur la construction durable, ça part d'une tournée internationale que vous avez organisée et à laquelle nos invités ont pris part. Exactement. À chaque édition du Paris Builders Show, on a l'habitude donc de se rendre dans différents pays pour à la fois présenter l'édition qui va suivre, les grands moments, s'intéresser aux problématiques locales, organiser des tables rondes autour de ces thématiques et d'une certaine manière identifier aussi des contenus qu'on va pouvoir retrouver lors du salon, dans les différentes conférences qu'on peut organiser sur les thématiques internationales. Marjolaine, on va commencer par le pourquoi. Vous êtes une enthousiaste de cette ouverture internationale. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en France, on a besoin de regarder ce qui se passe ailleurs ? Alors oui, vous avez raison, moi, je suis vraiment enthousiaste de cette ouverture-là parce que je pense qu'à la fois le secteur des bâtiments, c'est un écosystème extrêmement ancré territorialement à des réalités qui sont celles d'autour de soi. Et en même temps, c'est tout autant de créativité et d'interaction pour créer et trouver des solutions face à des sujets qui sont similaires finalement de pays à pays. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tout en restant chez soi, on peut trouver beaucoup de matières d'innovation, d'inspiration et de stimulation finalement dans d'autres pays et en regardant la manière dont eux se sont appropriés les sujets et comment ils s'y sont confrontés. On prendra plusieurs exemples tout à l'heure. Lionel Causse, vous, c'est l'angle du logement qui vous intéresse au premier chef. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce voyage d'études ? Mais déjà parce que c'est très intéressant de voir et de comprendre ce qui se passe dans d'autres pays, à un moment où en France on s'interroge beaucoup sur la production de logements, sur la rénovation de logements, et on s'interroge en particulier sur tous ces sujets-là avec le changement climatique, avec le bâtiment bas carbone, le fait d'aller sur la décarbonation de toute la production au sens large. Donc c'est enrichissant de voir comment des pays qui ont une histoire un peu différente, qui ont peut-être pour certains d'ailleurs gardé, des constructions de proximité avec des matériaux de proximité, ou peut-être l'inverse d'ailleurs, qui sont aussi partis sur des matériaux un peu plus internationaux, comme le béton, comme des trucs très classiques dont on parle souvent. Donc c'est bien de pouvoir échanger, dialoguer et trouver collectivement peut-être des réponses et des solutions à tous ces enjeux auxquels nous avons des réponses à apporter. C'est intéressant qu'on vous ait avec nous aujourd'hui parce que vous êtes tous les deux à peu près avec une sorte de double profil à cheval entre le politique et la filière. En quoi est-ce que ça change le regard que vous avez porté sur ces voyages ? Je crois qu'on est à la fois dans un ancrage d'intérêt général, la question de l'utilité publique. Moi, c'est quelque chose auquel je suis très attachée et c'est ancré dans mon parcours. Mais je crois que la totalité de la filière des bâtiments est confrontée à ces enjeux de continuer à offrir une protection maximale aux habitants. Et en fait, ça, c'est le sens de l'histoire dans lequel finalement les acteurs privés et la vision politique publique au long cours finalement se retrouvent. C'est les mêmes missions qui se retrouvent et je trouve que l'hybridation d'une vision d'intérêt général et la créativité des acteurs privés doivent se réunir pour trouver les solutions ensemble. Oui, mais construire durable, abordable, c'est, je dirais, notre priorité. Et aller voir comment d'autres pays peuvent nous aider justement à respecter la législation que nous sommes amenés quand on est au Parlement à voter ou les normes qui sont plus ou moins prises par les gouvernements et démontrer qu'on peut trouver des solutions. On parle souvent en France, je prends un exemple, la RE 2020. On nous dit on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas aller sur des matériaux plus décarbonés, etc., sans augmentation du coût.
Eh bien, peut-être pas. Donc, aller voir ce qui se passe à l'étranger, voir comment ils abordent ces sujets-là, comment ils arrivent à produire décarboné. On peut trouver aussi des solutions, ou même sans avoir forcément une solution, parce qu'on n'a pas les mêmes territoires, on n'a pas les mêmes matériaux. On peut en tout cas s'appuyer sur la façon dont ils ont structuré, je dirais, leur chaîne de production et comment ils abordent ces sujets-là. Et on peut l'avoir donc sur plein d'autres sujets, en effet. Donc, nous, on peut leur parler de nos difficultés dès lors. On parlait de toutes ces réglementations rapidement. Nous, on les a construites depuis des décennies sur le fait que la France devait lutter contre le froid. Or, aujourd'hui, le changement climatique nous dit non, il faut lutter contre le chaud aussi. Donc, on essaie de voir sur le plan, à l'Assemblée nationale, on a souvent ces débats-là, comment on essaie d'évoluer pour prendre en compte ces événements climatiques qui changent et justement la chaleur qui arrive. Des événements, on l'a eu il y a quelques jours, on l'aura peut-être encore la semaine prochaine, et on n'est pas du tout prêt à aborder ces sujets-là. Par contre, eux, ils ont gardé encore ou bien des modes de construction, ou bien les architectes savent travailler sur tous ces sujets-là. Donc, c'est intéressant de voir et de pouvoir s'appuyer sur ces initiatives et puis leur expérience aussi. Jean-Philippe, c'est vous qui avez pris l'initiative de cette tournée, c'est aussi vous qui en avez choisi les destinations. Pourquoi spécifiquement avoir choisi le Maroc et le Sénégal et qu'est-ce que vous êtes allé y chercher ? Et oui, pourquoi ? Très bonne question. Alors déjà, le Builders Roadshow, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un moment que nous passons à visiter les pays qui sont les principaux fournisseurs de visiteurs pour l'événement. On a plus de 30 000 participants internationaux à chaque édition, qui se rendent aussi bien sur Batimat, Interclimat, Idéobain ou Renodays qui composent le Paris Builder Show. Et donc on identifie entre 8 et 10 pays qui sont les principaux en termes de volumétrie de visitorat. On a cette tournée qui s'articule autour de la rénovation en Europe. Et puis, on aborde donc les grandes thématiques de la construction durable. On est allé également au Québec, et puis effectivement au Maroc, au Sénégal et en Afrique. On a poursuivi également les débats en Tunisie. Le Maroc, c'est le premier pays en termes de volumétrie de visiteurs. Le Sénégal, c'est un pays qui nous rend visite depuis de nombreuses décennies, qui est attaché à cet événement et dans lequel on retrouve souvent des spécialistes, notamment des questions qu'évoquait Lionel sur l'impact climatique, la nécessité de construire de façon durable. Donc les grandes thématiques qui ont été développées pendant ces deux étapes, que ce soit au Maroc, en lien, on en parlera plus tard, avec l'impact de l'IA, et au Sénégal, avec le dérèglement climatique et l'impact sur le modèle constructif, sont des thématiques qui sont par définition des thématiques fortes de l'événement de 2026. Donc ça nous paraissait naturel et logique de se rendre dans ces pays pour apprendre de ce qui se met en place et ce qui nous attend demain, notamment dans les pays européens. Marjolaine, quand vous racontez votre voyage, vous décrivez en fait deux mondes qui s'inversent. J'ai tendance à dire, c'est un peu de la caricature. Chez nous, tout est construit, là-bas, tout reste à construire. Qu'est-ce que ça change pour la manière de penser le durable ? C'est vrai qu'on est un petit peu dans la règle des 80-20. Chez nous, 80% existe déjà, 20% est à bâtir. Et de l'autre côté, on a croisé des pays où effectivement, on est plutôt dans les 80% à bâtir et les 20% qui existent déjà, voire doivent être aussi reconstruits, repensés, restructuré. Donc du coup, évidemment, la dynamique n'est pas la même et les enjeux focalisés très rénovation, par exemple en France, posent des questions de croissance. Typiquement, on a énormément de choses à pouvoir transférer, d'atouts, de qualité. Par exemple, Lionel parlait tout à l'heure de la RE 2020. On a beaucoup d'interrogations sur justement le fait qu'elle est reconnue, cette réglementation environnementale française, comme une des plus performantes du monde. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on en tire une certaine fierté, nous, déjà, de se rendre compte qu'on en est là. Et en même temps, de se dire qu'il y a vraiment un partage d'expérience et d'expertise sur les notions, par exemple, d'atténuation au changement climatique qui sont vraiment là et qui sont regardés ailleurs et que ça crée des opportunités économiques pour les acteurs français. Donc il faut en avoir conscience. Lionel le disait aussi sur le sujet de l'atténuation, donc on est calé, mais par contre sur l'adaptation, on a beaucoup de choses à apprendre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les transferts de territoire à territoire peuvent être aujourd'hui des sources d'inspiration. Et c'est Jean-Philippe qui dit ça souvent, qu'on va se retrouver avec les climats du Maroc, peut-être dans le nord de la France. Du coup, concrètement, ça veut dire que ces territoires-là, dans lesquels on peut expérimenter, on est en conditions réelles de la situation future. Donc en fait, on peut vivre le futur dès maintenant dans ces partenariats.
Et avoir des partenariats croisés, d'expérimentation, de retour d'expérience conjoints, c'est stimulant, c'est extrêmement intéressant, puisqu'on n'est pas sur des plans sur la comète ou des choses qui sont extérieures à nous, on est vraiment sur des choses qui sont concrètement ici et maintenant, qui font du sens pour les gens. Donc je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant. Lionel, Jean-Philippe, il y a une autre chose qui nous oppose face à ces pays, c'est que chez nous, on a plus d'argent, plus de projets, mais peu d'espace pour construire ou pour développer, particulièrement sur le commercial. Dans les pays en développement, c'est l'exact inverse. Qu'est-ce que ces deux réalités peuvent s'apprendre ? Alors, c'est vrai, mais je pense qu'il faut relativiser. Parce que il faudrait pas non plus qu'en termes d'aménagement du territoire, ces pays-là, c'est pour ça que c'est important aussi de leur montrer ce que nous on a fait, qu'ils fassent pas les mêmes erreurs que nous en termes d'aménagement du territoire, parce qu'au-delà du bâtiment durable, il y a question d'aménagement du territoire. Comment on garde des espaces verts, comment on fait en sorte qu'un quartier puisse vivre et vivre correctement, comment on peut travailler les sujets de densification. Donc tous ces sujets-là, on doit aussi partager, parce que c'est quand même à partir de là qu'on va pouvoir construire durable et abordable. Voilà, donc c'est une échelle quand même un petit peu plus importante qu'on le voit. Moi, ce qu'on peut voir sur ces pays, dans certains, alors ils sont tous assez différents aussi, ce qui est très bien. Et puis même chaque ville est assez différente, mais on voit des villes en Afrique, soit au Maroc, ou au Sénégal, où c'est vraiment de l'étalement urbain, où on voit des immeubles en béton avec des verres de dizaines d'étages. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire effectivement dans ces pays chauds et qui ont un petit peu oublié peut-être de travailler justement aussi avec la production locale. Et c'est vrai, comme disait Marjolaine, quand nous on met des réglementations telles que la RE 2020 et qui doit évoluer, en France on a des gens qui se plaignent parce que ça va trop vite, trop loin, mais eux ont besoin d'aller là-dessus. Donc ils suivent effectivement notre exemple. Voilà, donc il faut relativiser. Nous, l'enjeu, c'est la rénovation, puisqu'on l'a dit, 85% du parc de 2050 existe déjà. Donc il va falloir vraiment qu'on travaille sur la rénovation avec de nouveaux matériaux, des matériaux biosourcés, des matériaux de proximité. Voilà, donc notre priorité, elle est là. Et eux, ils doivent effectivement construire, reconstruire, parce qu'ils ont aussi une démographie qui est plus importante qu'en France aussi, aujourd'hui, et qu'ils ont des enjeux beaucoup plus importants. Par exemple, prenez le Maroc. L'objectif, c'est sortir en 2030 tous les bidonvilles du Maroc. Et ils travaillent vachement, donc ils produisent beaucoup pour justement lutter contre, je dirais, ce sujet aussi du mal logement, qui est fort chez nous, mais qui est beaucoup plus fort dans ces pays-là. Bien sûr. Oui, je rajouterais qu'effectivement, on n'a pas la même problématique déjà même entre ces deux pays. Maroc et le Sénégal ont beau faire partie du même continent. On sent bien quand même qu'il y a une avancée plus importante au Maroc qu'au Sénégal. Au Maroc, on sent que c'est un petit peu plus structuré, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ils ont un cap, ils ont des projets, ils ont des échéances en ligne de mire qui leur permettent aussi de pouvoir un petit peu plus préparer cette transition. Le Sénégal, c'est complètement différent. On est là, pour le coup, dans une période de transition aussi bien politique, économique, sociétale, qui fait que les priorités sont ailleurs. Et les enjeux au Sénégal, qui sont principalement de financement et de formation, sont des enjeux qu'il va falloir mettre en corrélation avec la priorité de développer des projets de construction durable, plutôt que des projets qui ne sont plus adaptés au dérèglement climatique, comme le précisait Lionel. Donc les efforts sont différents. Et le dernier point que je veux rajouter, c'est que, en ce qui nous concerne, on est très vigilant sur le discours qu'on tient dans ce type de déplacement. Parce qu'il y a un passif même de la France avec l'Afrique, notamment l'Afrique dite francophone. Et on ne doit surtout pas venir en donneur de leçons. On doit venir justement, et c'est pour ça qu'on est plutôt en observateur et en partage de regards croisés. Sur à la fois ce qu'on peut amener en termes d'expérience et de structuration, et de la même manière apprendre ce qui peut fonctionner localement et ce qui n'est pas adapté. On en parlera notamment plus tard avec la certification, qui ne peut pas se faire dans les mêmes conditions entre l'Europe, la France et les pays africains. Donc voilà, c'est cet enjeu aussi de la tournée, et cet enjeu de ces tables rondes, c'est de pouvoir véritablement rentrer dans le cœur des priorités des pays, ne pas confondre, et c'est pour ça qu'on n'a pas des thématiques identiques entre le Maroc et le Sénégal notamment, même si, in fine, on est sur finalement les mêmes priorités de dérèglement climatique, de nécessité de bâtir par rapport à une jeunesse qui se développe et une population qui aujourd'hui n'est pas en capacité de complètement se loger, et puis une projection
avec un modèle économique ou politique qui peut être différent d'un pays à l'autre. Alors justement, on va venir à ces exemples concrets, j'ai envie de dire, d'inspiration venus d'ailleurs. Marjolaine, sur le financement, par exemple, vous avez été marqué par un mécanisme observé au Maroc, une taxe sur le béton. Racontez-nous. Oui, c'est un des mécanismes qui est intéressant à souligner. C'est finalement ancrer une forme de taxe qui ensuite est affectée au développement de nouveaux projets, du coup avec des ambitions aussi un peu plus importantes sur ces projets-là. Donc en gros, finalement, la masse va aller financer une forme d'innovation tirée vers le haut qui sert ensuite de ligne de mire finalement pour guider la filière. Donc c'est le dynamisme qui crée de lui-même finalement une forme d'orientation. Moi, ça me fait penser par exemple au dispositif qu'on a en France sur les certificats d'économie d'énergie. C'est un peu le même principe. On est sur des modèles un peu clos où finalement la subvention publique n'est pas directement présente, mais plutôt attachée à des mécanismes de marché. Donc c'est pas la même chose, c'est pas le même contexte, mais par contre c'est la même philosophie. Et on voit que cette typologie de financement se développe de facto puisque la raréfaction de l'argent public, on la retrouve finalement de partout. Vous parlez aussi de savoir-faire qu'on aurait chez nous presque oublié. Je pense à la construction en terre, par exemple. Typiquement, oui, exactement. On voit là des réalliances sur le sujet de la construction de terre. Nous, on a eu, on a des histoires. Moi, je suis d'un territoire où on construisait en pisé, en Nord-Isère, et donc du coup, ce savoir-faire-là, c'est quelque chose qui s'est oublié un petit peu dans la phase d'accélération de construction d'après-guerre. Donc, avec notamment ensuite post-années 70, on a un peu oublié cette phase-là, mais il y avait toute une phase vraiment de réalliance sur ce sujet-là qui s'est un petit peu, on peut dire enterré, sans mauvais jeu de mots, et qu'on ressort un petit peu sur ces sujets-là aujourd'hui, en se les réappropriant aussi au regard de la rénovation, puisqu'on retrouve des bâtis construits, et on se pose la question aujourd'hui de comment les réhabiliter, se les réapproprier, donc c'est quelque chose qu'on redécouvre en France. Et typiquement, quand on regarde au Sénégal, alors c'est évidemment pas la même histoire, mais là aussi, ils sont confrontés à une forme de réappropriation de ce bâti-là, puisque la modernité passait pas par le bâtimentaire, culturellement parlant. Et donc, du coup, plutôt par une forme d'imitation du bâtiment béton, comme on pouvait le trouver à d'autres endroits. Et donc, du coup, il y a une nouvelle forme de réappropriation de ces matériaux historiques. Et là, en fait, on se retrouve au pied du mur en terre ensemble, de la même façon. Et on a vraiment des partenariats hyper intéressants qui sont créés avec des coopérations de pays à pays. Finalement, on se réapproprie des règles communes et on fait des partages d'expériences qui sont extrêmement intéressants. Lionel Cauze, ça c'est pour la construction. Côté logement, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ces pays ? Qu'est-ce qui est transposable selon vous et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Je ne sais pas si c'est transposable, mais en tout cas, si on parle de sa production de logements, ils ont en réflexion avec des avancées plus ou moins importantes, qui est beaucoup plus forte par exemple au Maroc qu'au Sénégal, ce sujet du logement abordable. Et avec des modèles qui ne sont pas du tout basés comme nous on a pu le faire. Nous on a un modèle du logement social qui est basé sur du locatif. Au Maroc c'est de l'accession à la propriété. Peut-être pas plus mal d'ailleurs, ça peut peut-être nous faire réfléchir, mais on voit bien qu'ils abordent ce sujet-là parce qu'il est essentiel dans ces pays-là, mais avec une réflexion qui est peut-être plus appropriée au monde d'aujourd'hui et avec, je dirais, une vision assez différente. Donc ça, c'est une définition. Donc chaque pays doit effectivement définir son modèle, mais nous, on est là pour échanger, leur dire voilà ce qu'on a fait. C'est peut-être pas transposable, comme dit Jean-Philippe, toutes les solutions, mais en tout cas, c'est intéressant aussi de voir comment eux abordent ce sujet du logement abordable. En tout cas, moi, ça m'interroge. Un autre cas qui est sur justement les logements. À Casablanca, on a rencontré des architectes franco-marocains qui travaillent sur le DPE. Et la question, c'était de savoir comment le DPE, donc qui est d'origine France, comment on peut le paramétrer pour qu'il puisse s'adapter à plusieurs pays, voire à plusieurs territoires, même en France. Comment on peut faire un DPE intelligent, voilà, qui tienne compte de tous ces sujets-là. Donc ils sont en train d'y réfléchir. Et donc c'est bien, on voit que déjà, il y a des collaborations entre la France et le Maroc sur ce sujet-là. Parce qu'aussi, ils veulent essayer de voir comment un bâtiment travaille sur la performance énergétique, sur les émissions de gaz à effet de serre, toutes ces problématiques. Ces sujets-là sont mondiaux, ils concernent tous les pays. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous unit. Et après, maintenant, il faut qu'on apporte des réponses collectives, mais aussi, je dirais, des réponses qui s'adaptent à la vision et à la stratégie de chaque territoire. Bon, autre sujet qui nous unit, vous l'avez un peu évoqué rapidement, c'est le climat. Les températures de Dakar ou Casablanca aujourd'hui, ça peut être celles d'Amiens, Orléans ou Rennes demain. Qu'est-ce qu'on peut retirer de la longue expérience, là, pour le coup, de ces pays qui vivent déjà en pleine chaleur ?
Mais je crois qu'il y a un partage vraiment d'expérience qui est riche à aller chercher dans ces cultures constructives qu'on avait. Et encore une fois, qu'on peut se réapproprier parce qu'on les a eu dans certains territoires de France, par exemple, aussi. Ces transferts-là, on ne les fait pas facilement, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on s'est beaucoup appuyé sur l'apport énergétique. C'est l'apport énergétique qui était la solution à tout, en fait. Aux problématiques de chaud, aux problématiques de froid, finalement, on le réglait de la même façon par un apport énergétique. Dans ces pays-là, la question énergétique, il faut la traiter de manière passive. Par la construction, par le bâti, par le bioclimatisme. On va mettre ces mots-là, mais en fait, c'est une construction d'intelligence qui rend le besoin énergétique d'apport énergétique moins prégnant, en fait, moins obligatoire. Et donc, du coup, en se réappropriant des approches de ce type-là, on se dit, finalement, on peut aussi alléger la charge énergétique de nos bâtiments. Et aujourd'hui, vu l'équation énergétique qu'on a, c'est pas forcément une mauvaise idée que de se réinspirer de sujets comme ça. Mais évidemment, vous le disiez tout à l'heure, 80%, 85% de ce qui est bâti en France existe déjà. Donc, est-ce que c'est des choses qu'on peut adapter par la rénovation ? Il faut qu'on travaille par la rénovation. Moi, je milite sur mon territoire. J'ai beaucoup d'entreprises, des matériaux, de bâtiments qui innovent depuis maintenant pas mal d'années. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que ces entreprises arrivent à s'industrialiser, mais non pas pour devenir des groupes internationaux. L'idée, c'est pas justement d'aller exporter ce que l'on fait dans les Landes partout à travers le monde. Puis, il faut retravailler sur proximité. Mais il faut leur permettre justement de pouvoir économiquement être viable et pouvoir vendre leur production. Et ça, c'est un véritable enjeu, c'est l'enjeu de demain. C'est pour ça qu'on a besoin de réglementations qui imposent justement d'avoir tout le cycle carbone qui soit le plus faible possible et qu'on a besoin d'aides financières. On parle des C2E, de MaPrimeRénov', parce que sinon on n'arrivera jamais à reproduire du biosourcé, des matériaux bas carbone, en proximité, parce que le transport, on le voit, c'est un véritable sujet. On sait que toute la filière, par exemple, du béton aujourd'hui, si c'était un pays, ça serait le 3e pays émetteur de gaz à effet de serre au monde. Donc il faut qu'on avance, et ils le sont, d'ailleurs ils sont mobilisés pour faire décarboner le béton, retravailler sur ce sujet-là. Mais il faut qu'on travaille aussi tout ce qui concerne le transport, qui est un véritable enjeu. Voilà, donc moi je suis intéressé, quand on a vu au Sénégal, effectivement, qu'ils ont travaillé sur de l'argile pour reconstruire des bâtiments et des logements. Parce que chez moi, j'ai par exemple les entreprises qui travaillent sur l'isolant à base de ouate de cellulose, j'ai les chambres de l'Atlantique qui travaillent sur la construction à base de chambres, j'ai Matereup qui travaille sur du béton bas carbone. Voilà, donc on a tous des initiatives sur nos territoires et donc c'est bien justement de pouvoir lancer toutes ces dynamiques qu'on retrouve partout, qui sont mondiales, quoi. Jean-Philippe, c'est des enjeux qui traversent le marché, en fait. Qui traversent le marché, qui traversent les époques, et puis surtout pour lesquels on va devoir se préparer. Quand on estime, quand on évoque que 80% du bâti existe déjà, c'est 80% du bâti de 2050 qui existe déjà en France. Donc la projection est assez inquiétante quand même. Et ça veut bien dire qu'il va falloir réhabiliter, rénover, puisque en plus le bâti existant n'est pas forcément adapté au climat de demain. Donc ce qu'on voit depuis quelques semaines en France en termes de mouvement de température, ce qu'on a pu voir ne serait-ce qu'au Maroc, à Marrakech, où il y a eu de la grêle en avril, et le Sénégal avec une alternance de sec, d'humidité, etc. En fait, on a des cas concrets. Et on ne peut pas nier l'évidence. Contrairement à certains dans le monde, nous, on ne peut pas nier l'évidence. En tout cas, on n'essaye pas de la nier, on essaye de s'adapter. Donc, ce dérèglement climatique va nous imposer à revoir notre modèle constructif. Et puis, on parle de construction durable, en fait, liée complètement à la décarbonation. Ce que disait Lionel dans la prise en compte de l'intégralité de la chaîne de valeur est très vrai. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question de matériaux, c'est une question aussi de transport, de logistique. C'est la question du hors-site par rapport à justement l'industrialisation de la construction et la manière dont on va pouvoir répondre aussi à la problématique de formation, à la problématique de compétences. Et le Sénégal est un bon exemple, puisque justement, ils n'auront pas le temps de former et de mettre à niveau l'ensemble des professionnels de la filière pour répondre à la priorité et à l'urgence du logement. Donc il va bien falloir industrialiser et trouver ce bon mode opératoire. Et on a beaucoup à apprendre finalement, parce que nous, c'est pareil, avec les départs en retraite, avec l'évolution aussi démographique, on estime qu'en 2030, il va nous manquer 150 000 acteurs du bâtiment. Donc il va bien falloir aussi qu'on travaille différemment et il ne doit pas y avoir, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui, cette espèce d'approche un peu protectionniste où on veut absolument protéger le sur-site par rapport au hors-site. Non, en fait, on ne va pas avoir le choix. Et donc ces pays qui, eux, sont dans une logique d'urgence et n'ont pas les mêmes problématiques historiques, politiques qu'on peut avoir ici,
vont aussi nous faire avancer, je pense, pour faire face à au-delà même de cette urgence climatique, au-delà même de l'évolution des températures et de la manière dont on va devoir s'adapter aussi dans notre façon de vivre demain en Europe et en France. Marjolaine, un mot quand même sur l'Alliance HQE que vous dirigez, pour qu'on comprenne bien votre rôle. En fait, vous n'êtes pas une certificatrice, vous portez plutôt une démarche d'intérêt général ? Oui, parce qu'en fait, l'Alliance HQE-GBC, c'est une association qui a été impulsée il y a 30 ans par les pouvoirs publics sur l'idée de comment on fait pour réunir toute la filière, pour réfléchir ce que seront les règles du jeu du bâtiment durable. Et dès le début, la vision qui a été créée, c'était une approche multicritère, c'est-à-dire une vision vraiment à 360 degrés, si on veut, des impacts du bâtiment, du fait de l'importance de protéger les populations à l'intérieur des bâtiments. C'est quand même le rôle premier d'un bâtiment, c'est ça, c'est de créer un abri de qualité pour les gens qui y évoluent. Et donc d'avoir une vision vraiment complète. Et on se rend bien compte que les phases politique qu'on a eue, ça a été, j'ai envie de dire presque depuis les premières réglementations thermiques, c'était d'abord l'énergie, ensuite on s'est adossé la question carbone, et en fait aujourd'hui ce qu'on est en train de faire, c'est finalement se réapproprier les sujets de l'adaptation au contexte climatique, à phase extrême, avec un ressenti d'urgence, etc. Mais en fait l'enjeu aujourd'hui, c'est ce sujet d'adaptation, une approche qui est du coup forcément globale à nouveau. Et typiquement, quand on parle aujourd'hui des axes de rénovation, on est beaucoup sur une vision de la rénovation comme sur l'axe énergie, et notamment actuellement, on s'est beaucoup refocalisé sur ce sujet énergie carbone, avec une approche de souveraineté du pays par rapport à ses dépendances énergétiques. En fait, le sujet, et quand on va à l'international, on s'en rend vraiment compte, c'est aussi ce sujet d'adaptation. Et cette adaptation, elle est multicritère. Elle est vraiment importante à voir sous cet angle-là, parce que la durabilité de l'habitabilité, elle passe par une approche à 360. Et je trouve que c'est ce qui est hyper intéressant dans l'évolution du salon Batimat, c'est qu'il y a toute cette chaîne de valeur. Et en fait, il y a eu des phases où on a vachement focalisé énergie, et en fait, là, on peut se remettre avec une vision vraiment d'ensemble, de remettre les habitants au centre. Le fait de se dire que la question du vieillissement des populations qu'on doit protéger et le fait qu'elles soient soumises à des risques de plus en plus importants, ça remet au cœur du jeu ce sujet de s'adapter et faire en sorte des bâtiments qui soient résilients au risque. Donc pour moi, une rénovation globale, aujourd'hui on la voit comme globale avec l'idée de faire tous les postes énergétiques, ça c'est une rénovation globale. Pour moi, c'est pas le terme qu'on aura sur une rénovation globale dans 5, 10, 15 ans. Une rénovation globale dans 15 ans, ce sera une rénovation qui est résiliente au risque. Bien sûr. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une vision qui reste tronquée sur le sujet. Donc c'est pour ça que, donc, effectivement, l'Alliance HQE, c'est une asso qui pousse cette approche complète et qui effectivement travaille là-dessus. Et ça se traduit, vous l'avez dit, par une certification qui porte ces normes-là et qui, du coup, donne des labellisations aux acteurs qui s'engagent dans ces démarches. Jean-Philippe, de tous ces thèmes, on va se parler à Batimat, mais très concrètement, est-ce qu'il y a des choses que vous avez piochées dans ces voyages qu'on pourra voir au salon ? Est-ce qu'on pourra aussi rencontrer des délégations de ces pays ? Oui, alors effectivement, à chaque déplacement, on anticipe la présence de délégations à l'événement. Donc on attend une trentaine de délégations, ce qui devrait représenter à peu près 500 ou 600 visiteurs qui sont des délégations de décideurs. Donc on est vraiment sur des profils très importants et avec des vrais facteurs d'influence localement pour la filière, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, que ce soit au niveau des architectes, que ce soit au niveau des structures de financement, des industriels. Donc voilà. Et ces délégations, on les accompagne justement, où on prépare leur visite, on les accompagne sur le salon, puisque on travaille avec ces délégations pour définir un parcours de visite qui intègre à la fois la rencontre de certains exposants qui sont fournisseurs de solutions et d'innovations en lien avec les priorités de ces pays, et puis également la programmation de conférences. Aujourd'hui, l'édition 2026, c'est le bâtiment en mouvement. Et on considère que tout existe déjà, que ce n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Par contre, on est dans une logique de véritablement définir des priorités. Ces priorités ne sont pas les mêmes, comme on l'a évoqué, en fonction ne serait-ce que la typologie du bâti, mais aussi en fonction des pays. Donc on va adapter notre programmation de contenu en fonction de ces priorités. On aura 2 jours dédiés à des conférences internationales sur les 4, alors qu'on n'avait qu'une journée par le passé. Donc c'est vraiment un point de notre évolution, puisque
Le Paris Builder Show, la logique pour laquelle on a fait basculer le nom de la marque ombrelle de notre événement de Mondial du bâtiment vers Paris Builder Show, c'est vraiment dans une logique de encore davantage internationaliser notre événement et faire en sorte qu'on devienne véritablement un carrefour de rencontres internationales de tous les experts du bâtiment. Et donc, dans Paris Builder Show, il y a Builders. Et c'est vraiment une approche communautaire. Donc, on ne peut pas avoir cet engagement, cet objectif, si au final, on ne travaille pas sur un élargissement des communautés. Ça passe par les délégations, ça passe par l'adaptation du contenu qu'on va retrouver lors de l'événement. Lionel Causse, qu'est-ce que vous allez chercher au salon ? Vous allez aller voir vos administrés, bien évidemment, mais pas seulement. J'espère qu'il y en aura quelques-uns, mais il devrait y en avoir beaucoup, parce que je vous ai dit, c'est un sujet qui vraiment intéresse énormément de professionnels sur mon secteur. Je vais y aller pour poursuivre le débat, parce que je pense que le sujet qu'on a vu à Casablanca entre tradition et innovation, justement, quel est le bon équilibre à mettre en place, et bien voilà, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on continue à dialoguer, à poursuivre, parce qu'on a besoin des deux, il ne faut pas les opposer. On a besoin de revenir justement sur des matériaux traditionnels, sur des modes plus traditionnels, mais on a besoin aussi d'innover pour aller plus vite, pour répondre peut-être différemment aux enjeux qui viennent d'être évoqués. Voilà, donc cet équilibre-là, ce sont des sujets sur lesquels je pense qu'à travers le Paris Builder Show, nous aurons d'autres débats, d'autres solutions qui seront présentées. Je pense qu'il y aura aussi beaucoup de start-up, beaucoup de gens qui viendront nous apporter. Alors certaines peut-être aboutiront, d'autres pas, peu importe. C'est tout ce secteur, cet écosystème qui est en mouvement. Et la force justement de ce salon, c'est de pouvoir démontrer que nous sommes tous prêts. Tout existe, je pense que tout existe, ou quasiment, mais il faut qu'on arrive à faire en sorte que cet écosystème puisse être le plus efficient possible. Marjolaine, vous avez une formule pour tous ces sujets. Vous dites le salon, c'est the place to be. Qu'est-ce que vous diriez en quelques mots à quelqu'un qui hésiterait encore à venir ? Que c'est la meilleure rentabilité de son temps qu'il peut avoir sur le sujet. C'est que c'est effectivement un moment, on l'expérimentait quand on est parlementaire aussi, c'est un moment où tu rencontres tout le monde dans un temps donné très court, et ça c'est quand même rare. Enfin, je veux dire, il y a d'autres endroits aussi peut-être où on a ça, mais enfin, ça c'est quand même assez exceptionnel d'avoir la possibilité de donner rendez-vous à quelqu'un, de dire tiens, il faudrait que je te parle, ça tombe bien, en fait t'es 3 allées plus loin, et donc du coup de pouvoir effectivement aller beaucoup plus vite sur créer des connexions, et l'innovation ça démarre par là. Les connexions. C'est un sujet d'avenir et c'est passionnant, donc il faut venir, parce que pour tout le monde, quelle que soit la personne, que ce soit un Français ou un étranger, le logement, c'est important, c'est essentiel. C'est le lieu dans lequel on vit, dans lequel on élève des enfants, dans lequel on peut être amené à travailler, dans lequel il y a plein de choses. On en a tous besoin, c'est un besoin vital, et que justement, c'est important qu'on puisse échanger, parler de tout ça. Il faut aussi qu'il y ait le grand public là-dedans, parce que c'est quand même à la base ceux qui vivent dans les logements qui doivent s'y sentir bien. Voilà, donc il faut qu'on ait des logements décents et qui nous permettent justement d'affronter les difficultés de demain. Donc on a tous notre place, effectivement, pendant ces quelques jours pour se retrouver et discuter collectivement. D'ailleurs, sur cette question du logement, ce qui est important aussi, c'est de rappeler, c'est que en fait, on ne va plus parler demain de rénovation, on va parler de confort de vie. Et l'avantage du confort de vie, c'est que pour le coup, ça va concerner aussi bien la rénovation que la construction. Donc c'est un des enjeux aussi de cette édition, c'est de se reconcentrer sur l'essentiel et de s'adapter en fait aux priorités de chaque modèle constructif et de chaque pays. La particularité de cet événement, vous retrouvez des salons très intéressants suivant les pays, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, en Europe, et puis bien entendu au Moyen-Orient avec Big Five ou aux États-Unis. En revanche, vous ne trouverez jamais un événement qui ait une telle profondeur de segments, des matériaux et du modèle constructif du bâtiment. Et c'est l'avantage, et c'est pour ça aussi qu'on parle du Paris Builder Show aujourd'hui, c'est qu'on ne touche pas à l'ADN de nos salons qui le composent. Mais entre Batimat, Interclimat sur le génie climatique, Idéobain sur la salle de bain et Renodays qu'on intègre et qu'on a décidé d'annualiser vu l'urgence de la rénovation aujourd'hui en France et en Europe, vous avez en fait tout le panel. Là où, si vous voulez aborder ces sujets-là ailleurs qu'en France, vous allez devoir faire 4, 5, 6 différents salons. Donc comme le disait Marjolaine, en 4 jours, on fait ce qui nous prendrait 2 ans, 3 ans en termes de rencontres, en termes de networking. On assiste à potentiellement 500 conférences. Donc il n'y a pas un événement dans le monde du bâtiment qui a une telle volumétrie
de contenu. Et puis, l'innovation, on en a parlé, Lionel l'a évoqué. Vous ne retrouvez pas un événement avec une telle volumétrie de participants à un concours de l'innovation du bâtiment. Et les Innovation Awards, en plus, sur cette édition 2026, on a 20% de progression du nombre de dossiers reçus par rapport à l'édition 2024. On est sur 300 innovations. Donc c'est colossal, puisque c'est près d'un quart des exposants qui présentent une innovation. Et je parle d'innovation, pas de nouveauté, puisqu'il y a une nouveauté à rajouter. Donc voilà, c'est les 3 gros piliers d'un événement comme celui-ci: innovation, networking et puis conférence, et dans un salon et dans un événement qui ne ressemble à aucun autre, puisqu'il a donc une couverture et une approche qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Comme disait Marjolaine, il permet de compresser l'espace et le temps. Oui, alors exactement. En fait, moi, pour avoir expérimenté les COP en tant que parlementaire, je trouve qu'il y a quelque chose de la COP à Batimat. C'est un peu la même mécanique, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'un pavillon pays à un autre pavillon pays, vous pouvez rencontrer des acteurs, vous faites quelques pas et vous tombez sur le responsable à connaître sur ce sujet. Il y a une forme de densité de présence des acteurs qui compte, qui est extrêmement intéressante, et ils sont extrêmement disponibles sur ce salon-là pour discuter et interagir. Donc ça rend la capacité d'avancer sur les sujets, je le trouve vraiment intéressant. Je trouve que ça au cœur, l'utilité publique. Complètement, et en lien avec les thématiques justement qu'on a observées aussi bien à Dakar qu'au Sénégal ou dans les autres pays. La priorité, c'est pas... On parle de construction durable, mais en fait, on devrait parler de durabilité. Et dans la durabilité, il y a notamment la prise de conscience et en tout cas en compte de l'intégralité de la chaîne de valeur. Un événement comme le nôtre, c'est justement être confronté à l'intégralité de la chaîne de valeur. Être au contact à la fois des architectes, des industriels, des applicateurs, des artisans, des entreprises générales du bâtiment, mais aussi des acteurs de l'immobilier, des acteurs de la logistique, les acteurs du facility management, tous ces acteurs qui finalement vont permettre de travailler sur un modèle constructif qui sera plus durable, en coordination, en optimisation de coûts de transport, en utilisation des bons matériaux aux bons endroits. On ne l'a pas cité, mais au Maroc, il y a toujours l'exemple de ce malheureux événement du tremblement de terre qui a eu lieu il y a finalement assez peu de temps. Et les maisons qui sont restées debout, ou en tout cas qui ont été les moins endommagées, sont celles qui ont été construites en matériaux locaux. Donc les exemples, on les a. Et lors de notre événement, effectivement, l'avantage, c'est que vous allez rencontrer l'ensemble de ces personnes. Et à partir du moment où vous rencontrez tous les acteurs, il y a quand même plus de possibilités, de facilités pour s'entendre et pour faire évoluer positivement la manière de bâtir de demain. C'est dit. Merci beaucoup Marjolaine Magnier-Milfer d'être venue sur ce plateau. Merci Lionel Causse d'être venu nous éclairer. Et merci Jean-Philippe. Rendez-vous au salon. Surtout merci à vous tous de nous avoir suivis. Cette émission est à retrouver en intégralité sur le site de Paris Builders Show et en audio sur votre plateforme de podcast habituelle. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Et à très bientôt pour le prochain épisode de Builders Voices. Salut.